L'inadéquation formation-emploi, un défi et une préoccupation majeure pour la jeunesse africaine, surtout francophone, et leurs dirigeants. Ce sujet fait objet de débat ces 10 dernières années face à l'augmentation du taux de chômage, à la difficulté pour les jeunes diplômés de s'insérer dans le milieu du travail et aux besoins non satisfaits des entreprises par manque de compétences adéquates. Pendant longtemps, l'université est restée dans son rôle régalien de former pour former. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde et les différentes mutations que nous observons dans le monde, le marché de l'emploi du travail est devenu de plus en plus exigeant. Aujourd'hui, nos universités ne forment plus forcément des personnes qui sont en adéquation avec le monde réel du travail. Il y a ce véritable défi qui se pose dans une université africaine. Et justement, c'est pourquoi la UIF entend accompagner justement les universités à mieux se mettre au pas. Et c'est pour ça, dans notre stratégie 2021-2026, nous portons une attention particulière à la question de l'employabilité des jeunes et de l'entrepreneuriat. Pour éviter le déphasage entre la formation et les besoins des entreprises et résoudre le problème d'employabilité des jeunes sur le continent, des réformes dans le système d'enseignement sont indispensables. Nos différents gouvernants doivent changer les différentes politiques publiques liées à l'enseignement dans nos universités pour davantage introduire la notion de l'entrepreneuriat, pour au moins susciter l'émulation, donner l'envie à des étudiants qui vont dans les facultés classiques d'entreprendre. Et entreprendre, c'est se former, c'est avoir aussi des idées, parce qu'on peut avoir une idée et ne pas savoir comment le mettre en place. Donc, moi je pense que si on va vers une introduction progressive de l'entrepreneuriat comme cours dans les différentes disciplines dans nos universités, cela pourra apporter un plus dans le changement que nous voulons. Aujourd'hui, l'État ne peut plus embaucher tout ce que l'université déverse. Nous devons amener nos étudiants à s'auto-employer. S'auto-employer veut dire avoir des idées novatrices, de bonnes idées pour pouvoir être compétitifs sur le marché. Les pays anglo-saxons ont réussi. Il est donc nécessaire de soutenir et de promouvoir le secteur privé. Aussi, l'enseignement technique et professionnel est à encourager. En 1950, l'on estimait à 1/3 la population qui vivait dans les villes. 50 ans plus tard, cette proportion est passée à 1,5 et à ce jour, elle s'est multipliée par 3. Une augmentation rapide et incontrôlée qui a principalement lieu dans les pays en développement et qui s'articule essentiellement autour de quartiers informels ou de bidonvilles. Les principales conséquences de ces croissances urbaines sont l'insalubrité, la pollution de l'air et de l'eau, l'accumulation des déchets, l'insécurité et la délinquance. Une situation qui affecte souvent la santé ainsi que le bien-être des populations. C'est donc dans l'objectif de trouver des solutions à tout ceci et donner à tous une chance égale qu'une journée internationale a été retenue pour l'habitat. Le but étant d'interpeller les gouvernements, les municipalités, ainsi que la société civile sur leurs responsabilités collectives face aux problèmes que connaissent les établissements humains et leur capacité à faire des villes un cadre de vie meilleur et attrayant. Tout faire surtout pour offrir un logement convenable pour tous, quand l'on sait qu'une grande partie de la population mondiale, en particulier celle dans les pays en développement, n'a ni toit ni installation sanitaire. Pour cette édition 2022 de la Journée de l'Habitat, le thème retenu est « Attention à l'écart, combler le fossé, ne laisser personne ni aucun endroit de côté ». Un thème qui se veut une interpellation sur le problème de l'inégalité croissante et aux défis dans les villes et les établissements humains en matière d'habitation. Les Nations Unies accordent également une place importante à l'habitat qui est au cœur de l'objectif 11 des 17 objectifs de développement durable adoptés lors du sommet mondial du développement durable en 2002 à Johannesburg. Il a pour but d'assurer d'ici 2030 l'accès de tous à un logement et à des services de base adéquats à coût abordable. Il vise également à améliorer les systèmes de transport et la sécurité routière. De plus, il entend promouvoir les habitats qui favorisent l'insertion de tous, l'utilisation rationnelle des ressources, l'adaptation aux effets des changements climatiques, leur atténuation et la résilience face aux catastrophes. Au Togo, le thème national retenu à l'occasion de cette célébration est « Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix ».
Un thème qui traduit l'importance qu'accorde le Togo à la question de l'habitat et du souci des autorités du pays à créer un climat favorable au bien-être social des populations. Dans son message de circonstance, le ministre togolais de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, Maître Kofi Tcholenyanou, a rappelé les efforts ainsi que l'engagement du gouvernement traduit par des actions telles que la création du Fonds spécial pour le développement de l'habitat, FSDH, et le Centre de construction et de logement, CCL. Dans la feuille de route gouvernementale, un programme de construction de 20 000 logements décents à un coût abordable a été mis sur pied. Il a aussi annoncé que dans la nécessité de prioriser les zones densément peuplées, il a été décidé la création d'une ville nouvelle à Bomé dans le ZIO 1 sur une superficie de 1177 hectares pour décongestionner le Grand Lomé. Un programme qui, a-t-il rappelé, sera étendu au reste du pays avec des voies qui mènent à ces sites d'habitation. Le rêve de tout individu de nos jours est de se réaliser, fonder une famille et mettre celle-ci à l'abri de toute intempérie. Dès lors, vient le besoin d'avoir un toit ou une habitation pour servir de protection et de cadre de vie. Sauf que dans nombre de cas, la réalisation de certaines de ces habitations, souvent confiées à des personnes non aguerries dans le domaine du bâtiment, peut s'avérer un danger pour les habitants. Entre éventuelles fissures de murs ou fondations mal faites pouvant conduire à un écroulement de la construction, les risques sont nombreux. C'est donc pour éviter d'arriver à ces situations souvent désagréables qu'un personnage est plus qu'important. Lui, c'est l'architecte. Professionnel du bâtiment et de la construction, il définit avec assurance les fondements ou principes de base pour la bonne réalisation de l'ouvrage. Un architecte, c'est un professionnel formé pour pouvoir concevoir des plans, des projets d'architecture et pour suivre également leur exécution. L'architecte est, comme qui dirait, le chef d'orchestre. Les maçons, les ingénieurs et tous ceux qui travaillent dans le bâtiment en général, nous collaborons avec eux et nous orchestrons tout le mouvement, tout l'acte de bâtir tout autour du projet. Cependant, l'architecte dans la réalisation d'un ouvrage doit tenir compte d'un certain nombre de critères. Des critères qui, selon les spécialistes du domaine, détermineront la qualité ainsi que la durabilité de l'ouvrage. Chaque projet d'architecture, pour les bâtiments que nous sommes en train de construire, pour les projets dans la ville en général, il est important d'impliquer les architectes, les professionnels du bâtiment, qui déjà vont proposer d'abord, ne serait-ce que pour le paysage architectural, des bâtiments dignes de ce nom. Et ensuite, dans l'usage de la chose, des bâtiments de qualité. Donc on parle de l'esthétique, on parle de la fonctionnalité, on parle de la durabilité. En général, on parle de la qualité du bâtiment et de la qualité du bien-être de ceux qui l'utilisent. Même si depuis longtemps, s'offrir les services d'un architecte a été considéré comme un privilège réservé aux plus nantis, ce n'est plus le cas de nos jours, rassure ce professionnel de la construction. Ainsi donc, il convie chaque personne voulant assurer sa sécurité et celle de ses proches à toujours consulter un architecte avant tout travaux de construction. On dit que les services des architectes sont coûteux. Imaginez quelqu'un qui dépense, par exemple, je dis 200 millions pour construire un bâtiment. Et il ne s'attache pas au service d'un architecte. Et plus tard, on lui annonce qu'on doit démolir ce bâtiment-là parce que ça ne respecte pas les normes. Est-ce que là, on dirait que l'architecte est coûteux? Notre travail, c'est de concevoir pour l'être humain, pour le confort de la personne qui va utiliser le bâtiment. Ne pas faire recours au service de l'architecte, c'est s'exposer à concevoir quelque chose qui ne sera pas praticable, qui ne sera pas fonctionnel. Et lorsque vous consultez un professionnel, l'avantage c'est qu'il voit ce dont vous avez besoin. Il discute avec vous, connaît votre besoin, votre budget pour réaliser la chose et vous fera une conception pour un projet sur mesure. Non seulement par rapport à votre budget actuel, mais pour vous faire une prévision pour le futur. Rappelons qu'au Togo, plusieurs innovations ont été apportées dans le domaine de l'architecture pour moderniser le secteur. Une volonté des plus hautes autorités du pays visant à révolutionner le domaine et à en faire un levier de développement. Manque de communication, agressions de toutes sortes, des problèmes auxquels certains couples sont confrontés au quotidien. Ces violences conjugales empêchent l'harmonie et le vivre ensemble au sein du couple. Et plusieurs causes sont à l'origine de ces violences conjugales. Quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à pouvoir trouver des compromis de façon verbale ou orale fait usage de force
et de violence. Il y a aussi par exemple le fait que je ne suis pas en compatibilité de tempérament avec l'autre. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes niveaux, les mêmes degrés de compréhension et cela cause des soucis et cela nous amène des fois à la violence. Il y a aussi le fait que le milieu dans lequel j'ai grandi, l'environnement, m'a amené à de tels comportements. Et si j'ai vu ma mère taper, harceler, battre mon père, la probabilité est forte, si je ne veille pas sur moi-même, de faire de même. C'est ainsi que si c'est le papa aussi, c'est ce qui arrive. Donc il y a de ces genres de comportements qui nous amènent à la violence. Les violences conjugales ont des conséquences néfastes sur la vie du couple et sur l'avenir des enfants. D'où la nécessité pour les conjoints de les éviter. Là où il y a la violence, il n'y a plus la confiance. L'amour, oui, mais la confiance aussi. Mais quand la confiance n'est plus, cela sous-entend que la relation est en train de battre les ailes. Donc, la première conséquence, c'est le manque de confiance qui fait que chacun devient méfiant. On est ensemble, mais on est comme si on est sur un champ de bataille, chacun se méfie de l'autre. Et il y a aussi le fait que la personne qui est victime de violence et manque de confiance en soi et de plus en plus devient gauche. Vous voulez que la personne soit bonne, vous la tapez, la personne devient de plus en plus mauvaise. Donc vous n'avez pas le résultat escompté. Et il y a aussi le fait que les enfants en sont impactés négativement. Chaque enfant qui voit les parents se battre développe un déséquilibre moral. Et ce qui fait psychologique surtout. Ce qui fait que l'enfant commence par être peut-être rebelle envers les parents, n'estime plus les parents, ne se voit plus en train de respecter les parents parce qu'ils se disent que c'est des gens qui ne se contrôlent pas. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont attenté à la vie de leur partenaire inconsciemment ou consciemment. Cela a tourné au pire. Exercer une violence basée sur le genre, les tests législatifs prévoient des sanctions et des peines d'emprisonnement. Et pour éviter les violences conjugales, voici quelques conseils pratiques. La meilleure façon d'éviter la violence, c'est communiquer. Apprendre à communiquer. Apprendre à se contenir et à gérer ses émotions. Les violences doivent être gérées déjà dès le début des relations pour que cela ne s'intronise pas après le mariage. Le gouvernement togolais a créé des centres d'information et d'écoute dans le souci d'aider les couples à résoudre leurs conflits. Les couples en conflit sont donc invités à se diriger vers ces structures pour des besoins d'accompagnement.